De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV. François Sorel. Bonjour à toutes et à tous, merci d'être avec nous. De quoi je mêle l'actualité des nouvelles techno. C'est votre rendez-vous tech du week-end chaque vendredi sur rmc.fr en version audio et la version vidéo qui vous attend sur 01nettv.com et sur la chaîne YouTube 01net TV. Au menu, en ce vendredi, tout à l'heure, on s'intéressera au parcours client d'un voyageur, d'un passager, avec un focus sur la compagnie aérienne Air France. Carole Pétavin sera mon invitée. La biométrie, le passager du futur, l'avion aussi qui bientôt va être équipé de Wi-Fi. On évoquera tous ces sujets technologiques avec l'une des dirigeantes d'Air France qui sera mon invitée. Je vous rappelle aussi qu'à tout moment, vous pouvez réagir avec le hashtag DQJMM sur Twitter. Vous pouvez aussi nous suivre sur Facebook. Merci d'être là comme chaque vendredi et bienvenue à vous toutes et à vous tous. De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV. Mais pour débuter le club de la presse IT avec cette semaine, vous le connaissez, mais c'est malgré tout un nouveau dans la famille de quoi je me mêle. Je suis ravi d'accueillir Christopher Siminelli. Salut Chris. Salut François, bonjour tout le monde. Qui est le directeur de la rédaction de 01net. Ouais, je l'avais déjà fait il y a quelques années. Oui, ça me fait très plaisir de revenir. Ouais, tu étais tout petit à l'époque. Tu étais moins barbu. Maintenant, il a grandi, Chris. Voilà, c'est un grand garçon. Bien. Et on salue Éric Le Bourlou aussi qui a décidé de prendre un peu de recul par rapport à De quoi je me mêle, mais qui est toujours rédacteur en chef de 01net.com et qui de temps en temps nous fera des petits coucous. Et aux côtés de Chris, c'est Emmanuel Torregano qui est là. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Comment ça va ? Ça va super. Le fondateur d'Electron Libre. Tout à fait, toujours. Info, voilà. Ouais. Site d'actualité sur l'économie, sur la tech, sur les médias. Le web, le numérique, la culture. Voilà, et pour lire toute l'actualité il faut s'abonner. De qualité, il faut s'abonner. Eh bien sûr. L'information, ça a un prix, comme nous l'a appris aujourd'hui, il y a quelques jours, Apple. Exactement. On va en parler. C'est la transition. C'est une belle transition, Emmanuel. Bravo. Merci. Emmanuel, est-ce que tu veux saluer tous tes fans qui sur YouTube Bien sûr. D'abord, je les encourage absolument à commenter ces vidéos à chaque fois. Bien sûr, à donner surtout leur avis qui est précieux pour nous, croyez-moi. Nous le lisons avec attention et nous essayons tout le temps de les corriger, en tout cas de corriger notre attitude et ce qu'on peut dire à l'antenne, évidemment, en fonction de ce qu'ils nous racontent, parce que sans le public, nous ne serions évidemment rien, mais ni bien toi, sûr. ni moi. Salut l'artiste. Bien sûr, évidemment. Avant tout. Et on passera d'ailleurs avec un chapeau plus tard. Garde-en pour tout à l'heure quand même, toujours. Emmanuel, s'il te plaît, parce qu'on va parler de ton sujet de prédilection qui est Apple. Je crois que c'était Huawei, mais bon. Mais on va commencer par Apple, justement. Okay. Chris, c'est vrai que c'est l'actu de la semaine. Lundi soir, Apple a déroulé le tapis rouge à Cupertino pour une keynote qui était un peu hors norme, un peu différente. D'ailleurs, cette keynote, on a pu la vivre sur 01net TV, sur 01net.com, puisqu'on vous l'a retransmise. Vous pouvez retrouver le replay d'ailleurs sur la chaîne YouTube de 01net TV, avec des services qui arrivent à l'appel. Oui, c'est ça. Apple a vraiment pris la parole sur les services, avait bien veillé aussi à annoncer tous ces nouveautés produits la semaine précédente ou les jours précédents de manière un peu en catimini, de manière assez discrète. Pour dire les produits, on sait faire, on les annonce comme ça. Voilà, il y a les communiqués, vous allez voir. C'est des produits. Mais lundi, c'est ça qui est important pour nous et on va vous parler de services. Et donc déjà dans la forme, c'était important et ça montre vraiment toute l'ambition et les velléités d'Apple dans le domaine du service. Donc on a parlé de la presse en ligne. Alors ça c'était la première news, si je puis dire. Apple News Plus, c'est ça ? Voilà, qui est un peu le pendant d'Apple News, mais pour la presse magazine. Apple News Plus présente, c'est une offre d'abonnement à $9,99 par mois. Aux États-Unis pour l'instant uniquement, et qui donne accès à 300 titres en illimité. 300 titres en illimité consultables sur l'iPad, avec, on l'a vu, quelques intégrations un peu sympas, des couves animées, avec du motion design. Donc, plutôt sympa, mais si je devais faire un petit commentaire là-dessus, moi, j'avais l'impression de me retrouver un peu en 2010 au lancement de l'iPad, vous savez, où on avait présenter l'iPad comme le nouveau support de prédilection pour la presse magazine digitalisée. Et d'ailleurs, c'était Steve Jobs qui avait présenté l'iPad en 2010. Exactement. Et il s'était installé sur son petit canapé comme ça, avec son iPad, en train de feuilleter les pages de la presse. Bon, on voit que ça n'a pas forcément été le cas avec le recul. La révolution de la presse magazine sur tablette n'a pas vraiment eu lieu.
Donc on peut être sceptique sur le succès de cet Apple News Plus. Et puis en plus, nous, on va dire que finalement, on est un peu... Bon, on fait bof, quoi, parce que ça existe déjà en France, ces offres de presse illimitée. Il y a le kiosque, il y a SFR Presse, il doit en avoir d'autres aussi. Donc c'est pas une révolution, en tout cas pour la France. En France, non, c'est pas une révolution. Là où Apple pourrait se démarquer, c'est dans des petits à côté qui ont été présentés, toujours en termes d'UX. On sait qu'Apple est très fort là-dessus. Donc encore une fois, on l'a dit tout à l'heure, mais la possibilité d'avoir des couvertures animées, donc ça c'est sympa quand même, pour donner envie aussi aux lecteurs de feuilleter le magazine. Oui, c'est la presse 2.0, on va dire. Voilà, avec une mise en page qui est très chouette, mais comme tu l'as dit, François, il y a des services aujourd'hui, des kiosques sur iPad qui proposent aussi un mode de lecture adapté à l'écran. Donc, voilà, en France, on a un peu du mal à voir dans Apple News Plus quelque chose qui va vraiment révolutionner notre manière de consommer des magazines. Emmanuel, Apple News Plus. Alors, ça ressemble plus à un projet comme Blendle qui avait été lancé en Hollande plutôt que les offres groupées d'informations qui existent en France, qui sont plus une sorte de vente en gros de magazines via des tarifs, on va dire, forfaitisés. Oui, mais en fait, pour le consommateur, ça revient au même, News finalement. Plus, c'est pas la même chose. News Plus, c'est vraiment proche de Bundle, c'est-à-dire ça ressemble plus à un Spotify, si vous voulez, dans le sens où ça vient piocher des articles dans de ce qu'on a compris, parce que c'était pas non plus super clair, tout ça. Mais en gros, la démonstration était intéressante. C'est vrai que ça vibrionnait et ça bougeait dans tous les sens, les interfaces, mais on n'a pas bien compris exactement comment ça allait fonctionner. En réalité, ça ressemble plus à une sorte de Spotify adapté, ou Apple Music, puisque c'est Apple, adapté à la presse. C'est-à-dire qu'ils prennent des thématiques et ils vont piocher dans chacun des magazines, ils font de la curation, comme on dit de façon moderne depuis 2005. Ils vont éditorialiser toute cette masse d'informations. Ils vont prendre des articles, par exemple. C'est exactement Attendez, je finis pour vous expliquer. Parce qu'on essaie de te coincer, nous, aujourd'hui. Moi, tu sais, je suis du côté des commentateurs de YouTube. Totalement. Je suis pas de ton côté, tu sais. Tu as bien raison. D'ailleurs, je suis seul, j'ai toujours été seul. Mais c'est vrai. Tu marches seul. Voilà, je marche seul. Exactement, je suis sur un trottoir. Bon, bref. Et donc, dans cette histoire, ils ont plutôt une tendance à vouloir adapter le modèle Apple Music. Et dans le modèle Apple Music, il y a un problème quand même, vous l'avez tous compris, on le connaît, c'est que ça ne rapporte pas beaucoup à la lecture. C'est-à-dire qu'un stream de musique, ça ne rapporte pas beaucoup. Est-ce qu'un article lu via News Plus, ça va rapporter un peu plus d'argent ? Il ne semble pas. Donc la question, c'est, quand Apple propose News Plus et dit, vous en avez pour l'équivalent de, je ne sais plus combien, $8 000 par an. Par an. Et que vous allez payer $9,99, c'est qui le dindon de la farce dans cette histoire ? A priori, c'est l'éditeur plus que le lecteur. Parce que le lecteur, moi je vais reprendre un peu ce que vous dites là-dessus, est-ce que ça sera un succès ou pas ? J'en sais rien. La réalité, c'est que vous avez 1 milliard de personnes qui utilisent des devices iOS dans le monde. Vous en avez 180 millions, je crois, aux États-Unis à peu près. Je crois que c'est 50% de la population, grosso modo. S'ils arrivent à convertir, puisque c'est lancé essentiellement qu'aux États-Unis et un peu au Canada, voilà, donc c'est États-Unis, Canada, et puis ça sera Royaume-Uni, Australie. Vous m'avez suivi, qui est aux États-Unis, en Australie aussi, enfin bon, bref. Et donc, ces 180 ou 200 millions de personnes qui ont un appareil iOS, est-ce qu'ils vont se convertir à News Plus ? Je ne sais pas, mais s'il y a même 1% qui se convertit, on va dire sur 18 mois, c'est pas mal. C'est déjà bien. C'est déjà même pas mal du tout. Sauf que ces gens-là vont donc aller consulter des articles comme ça pris. Mais la grosse différence, c'est qu'il n'y a pas le nom des... Si j'ai bien compris, il n'y a pas vraiment le nom des titres. C'est-à-dire qu'ils prennent des articles... va rééditorialiser toute cette masse d'informations. Ça ressemble plus à un Flipboard, si vous voulez, dans le sens où ceux qui ont connu Flipboard, c'est un Flipboard mais malgré tout, moi, si j'ai envie de regarder le dernier Vogue, de lire le dernier Vogue... Eh bien, ça ne sera pas possible. Non. C'est sûr, ça ? Je pense pas que ça soit comme ça. Ah, d'accord. La démonstration n'est pas celle-là. La démonstration qu'ils ont faite, c'est... On a des thématiques. En fait, ils randomisent en quelque chose. Ils reprennent les articles, ils les remettent dans des thématiques à eux. Dans SFR Press. Et ils les balancent avec de la, curation. Si tu peux télécharger le PDF du journal. Oui, ce n'est pas vraiment pas difficile. Ça a été corrigé, mais au départ, tu pouvais pas. Parce que justement, les utilisateurs étaient très attachés à l'édition aussi. Et là, il y a des papiers. Bon, je vous dis encore une fois, on nage un peu dans le brouillard dans cette histoire. Mais il y a des papiers dans la presse anglo-saxonne qui expliquent que le Wall Street Journal, par exemple, vous ne pourrez pas lire le Wall Street Journal avec News Plus. D'accord. Par contre, vous allez tomber sur des articles du Wall Street Journal qui peuvent vous intéresser, qui sont donc de la curation avec une adaptation de ce qu'on connaît pour la musique qui s'appelle les playlists, et que là, on va retrouver pour l'information. Donc, c'est vraiment le modèle Apple Music transposé dans l'information. Et c'est très intéressant parce que
et là-dessus j'ai eu une C'est illumination pas le New hier York Times soir. qui est, Non, parce que justement, c'est dédié à la presse magazine. La presse quotidienne Oui, nationale ne fait pas partie Sur le Wall du- Street du Journal, Bloomberg, c'est encore un peu différent. Mais si vous allez, vous allez voir, je sais pas, il y a National Geographic par exemple, où vous avez Vogue, ils ont parlé également. Ou ailleurs. Vous allez pouvoir les retrouver dedans, et puis, voilà, vous pourrez pas lire en entier exactement comme Donc tu as eu une révélation cette nuit. Oui, j'ai une révélation cette nuit, c'est qu'en gros, qu'est-ce qui a permis de faire les systèmes d'abonnement, de streaming sur la musique? En fait, ils ont poussé le marché de la musique à se concentrer et à opérer des espèces d'opérateurs de vente en gros. Donc, alors, il y en a plusieurs. Bon, il y a les majors, elles se traitent elles-mêmes, mais il y a par exemple des gens aujourd'hui comme Believe qui font la même chose pour l'ensemble des indépendants. On retrouve également pour d'autres indépendants des structures comme Merlin. Pour ceux qui connaissent, c'est un peu particulier, mais enfin bon, ça existe. Et ça représente énormément de gens. Si le modèle News Plus se développe, eh bien la presse, et la presse internationale, les grands groupes comme les petits vont être obligés, à mon avis, de se poser la question d'avoir donc des vitrines pour vendre à ce type de service, parce que Google va certainement lancer la même chose, Samsung va certainement lancer la même chose. C'est assez logique. Si ce modèle-là veut dire quelque chose pour les utilisateurs, de l'autre côté, les éditeurs vont devoir s'organiser pour vendre leurs informations. Et ça change beaucoup de choses, parce que c'est de la concentration. On verra, parce que c'est vrai qu'il y a encore plein de zones de flou dans cette offre-là. On verra si tout ça se peaufine. Garde un peu ta salive, Emmanuel, parce que je sais que tu en as beaucoup. Parce que là, on va évoquer la deuxième nouveauté de cette keynote. C'est cette fameuse carte bancaire qu'Apple s'apprête à lancer. Oui, elle est belle. Elle est belle. Franchement, elle est... Alors, il paraît que c'est pas la vraie. En plus Non, ce qu'on a vu. Alors, pour avoir parlé avec des spécialistes de la carte bancaire, il manquait plein d'informations dessus qui sont légales normalement, qu'on doit mettre. Qui sont obligatoires. Oui, donc là, c'était pour la présentation. C'était vraiment pour la présentation avec le nom, juste la puce et le logo à la pomme. Ça y sera. Mais il y aura certainement un peu plus de choses pour la vraie. Alors, j'étais très étonné aussi de la cette carte du design épurée. Oui. Donc cette carte, voilà, donc il y avait des rumeurs comme quoi Apple allait sortir cette carte, qui est donc créée en collaboration avec Goldman Sachs et Mastercard. Et Mastercard, voilà. Une carte Apple, mais à quoi ça sert ? Alors là, je dirais que c'est Apple qui va au bout de la démarche Apple Pay, en fait, qui aujourd'hui, Apple était un intermédiaire entre votre banque et le commerçant via votre iPhone. Aujourd'hui, Apple renforce un peu ses positions, en tout cas dans le domaine bancaire, en prenant le pas, si je puis dire, sur certains services que propose votre banque traditionnelle. C'est-à-dire proposer aussi des crédits, avoir un solde accessible directement sur un compte Apple, entre guillemets. Donc, alors, ça serait une carte gratuite, visiblement. Ça serait une carte gratuite. Après, Emmanuel, tu auras peut-être plus d'infos là-dessus, mais je trouve que là, pareil, comme Apple News Plus, il y a beaucoup d'infos qui manquent. Il me semble que le partenariat avec Mastercard, c'est uniquement pour avoir accès au parc de terminaux compatibles Mastercard. Donc, ce serait un partenariat avant tout technologique, technique. Goldman Sachs, est-ce que c'est l'agrément bancaire de Goldman Sachs qui est accordé à Apple pour opérer en tant que banque, parce que il me semble que Apple n'a pas son agrément bancaire, ça paraît. Non, ils l'ont pas. Mais je pense que c'est pas exactement ça non plus. Oui. En fait, Apple ne propose pas une carte bancaire, il propose une carte de crédit. Ce qui aux États-Unis est un peu différent. En gros, c'est une carte. C'est un peu comme la carte Conforama. Non, mais c'est vrai. Oui. Enfin, il faut savoir que c'est vraiment un modèle de consommation bancaire aux États-Unis sont très différents aux États-Unis. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, une carte, c'est pas une carte sur laquelle vous êtes relié à votre compte, c'est une carte de paiement. Elle est chargée, il y a de l'argent dessus, en gros, et puis vous la dépensez. C'est-à-dire que tu es obligé de la charger. Elle ne va pas puiser sur ton compte courant qui est... Non, normalement, à la fin du mois, quand vous avez fait vos paiements, vous devez régler les paiements. C'est un paiement différé. C'est un paiement différé. C'est comme une American Express. Ça ressemble à une American Express. Et donc, l'idée de ça, en fait, moi, je ne suis pas un spécialiste de ces questions-là, mais si j'ai bien compris, puisqu'on m'a un peu expliqué, en gros, ils ne se proposent pas d'être une banque. Alors oui, Mastercard, ils sont là parce qu'il y a la puce, il y a tous ces trucs-là, donc il faut les utiliser. Et Goldman Sachs, c'est certainement en rapport, en
plus à mon avis avec les crédits et toutes ces choses-là qu'ils peuvent proposer. Et puis bon, c'est une marque rassurante aux US. Voilà, et puis il y a des systèmes de cashback. En 2008, c'était moyen rassurant. Mais maintenant, ça va mieux. Oui, ils ont été renfloués. Oui. Donc il y a des systèmes de cashback qui sont vraiment très propres aux États-Unis. Vous achetez et puis on vous donne à la fin, vous avez un petit peu versement. C'est un peu comme le système de récupération d'énergie au freinage des Tesla. Voilà, mais c'est de l'argent. Donc c'est 2-3%, tout dépend. Non, je place Tesla pour nos amis sur YouTube puisqu'ils nous ont beaucoup parlé de ça. Et donc il y a ce système de paiement et en fait, il faut qu'on voit, nous Européens, nous Français, la carte autrement. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'une banque, il s'agit d'un moyen de paiement. Et pour Apple, la question, comme tout Américain, c'est que de l'argent à la banque, ça ne veut pas dire grand-chose. Ce n'est pas très important. Ce qui compte, c'est le crédit et les moyens de paiement. Et que dans cette histoire-là, normalement, ça devait être Apple Pay. Donc la carte, c'est aussi une manière de dire à l'ensemble du monde commercial et tout ça, qui n'a pas pris Apple Pay, parce qu'Apple Pay, ça a pris du temps. Moi, je suis à la BNP en France, ça vient juste d'arriver là, 2019. Bah, ils ont freiné des cartes fers pendant des années. Tout le monde a freiné des cartes. Le problème, c'est qu'au bout d'un moment, il faut lâcher du lest. Il faut lâcher du lest parce que les terminaux sont compatibles et tout ça. Plus ou moins, bien sûr. Franchement, c'est pas obligé. Pour faire une parenthèse là-dessus, moi, je m'appelle BNP. Apple est venu me draguer pendant des mois et des mois pour être compatible Apple Pay avec des conditions, je pense, qui ne sont pas forcément toujours à l'avantage de l'établissement bancaire. Mais bon, ils se disent, OK, c'est l'avenir, il y a un parc énorme. Donc, et puis mes clients me le demandent, donc il faut que j'y sois. Et maintenant que j'ai entre guillemets mis le pied dans la porte, Apple se lance à son tour sur une activité qui potentiellement est concurrente de la mienne et qui va aller me faire du mal. Franchement, je le prendrais mal. Juste une chose, est-ce que finalement ça reste un moyen de paiement plus qu'une banque? Voilà, la banque de dépôt BNP restera. Ça concurrence plus Visa, American Express, oui, bien sûr, PayPal, toutes ces choses-là. Mais les banques ont déjà un compte courant chez notre banquier. Donc, mais les banques ont leur système de crédit évidemment, elles se sont développées, qui leur ramène énormément d'argent. Donc ce système-là va forcément déplaire aux établissements bancaires. Après, vite, vas-y. Juste parce qu'il faut enchaîner sur la vidéo et puis après on a Huawei. Oui, bien sûr. Ah ouais, c'est surtout. Non, la question qui se pose en effet, c'est à quel moment Apple, si oui ou non, demandera un agrément bancaire. Et là, est-ce que iTunes deviendra vraiment une banque de dépôt, c'est-à-dire dans laquelle vous mettriez de l'argent qui serait de l'argent de votre salaire, quoi. Et ça, c'est la vraie question qu'on peut tous se poser. Ils ont la légitimité de le faire. Apple est je l'ai toujours répété, ça fait 20 ans, est la première société d'assurance du numérique. Pourquoi ils arrivent à faire tout ça? Pourquoi est-ce que les gens suivent quand ils font ça? Quand ils font iTunes, quand ils font Apple Music, quand ils font aujourd'hui Apple Card? Parce que l'auréole... Apple Card, on ne sait pas. Hein. En tout cas, Apple Pay, on va dire. L'auréole globale d'Apple, c'est que c'est une société rassurante. Ouais, parce qu'elle dit... De là, confier mon argent à Apple, je sais pas, je vois pas trop l'intérêt, quoi. Ils sont pas reconnus comme étant des spécialistes pour garder mon argent. Ouais, mais regarde, ils sont très bons sur les téléphones et les Orange non plus, et ils ont proposé des services innovants, visiblement. Ils avaient racheté Groupama Bank. Je ne dis pas que les gens le feront, je dis que les conditions de possibilité, pour parler comme un Kantien, sont là. Les conditions de possibilité, c'est la rassurance et elle est présente. On enchaîne avec la vidéo. Troisième acte de cette soirée, cette keynote qui a duré pratiquement 2 heures. Qui était très longue, ouais. Était très longue. Cette partie-là était assez longue. Et donc là, quand même, c'est quelque chose qu'on attendait aussi, vraiment, c'est la vidéo et Apple qui se positionne avec plusieurs offres assez complexes d'ailleurs. Franchement, je trouve que c'est quand même assez complexe. Il y aura une première offre qui nous permettra en fait de nous abonner instantanément à des chaînes de flux comme HBO, etc. D'après ce que j'ai compris, c'est ça? Alors 2 choses ont été annoncées. La première, c'est une refonte de l'application Apple TV qui donne accès à des chaînes de flux, qui donne accès à des chaînes payantes, qui donne accès à du replay aussi. Donc tout ça a été un peu refondu dans une interface qui franchement est plutôt pas mal, plutôt réussie. Mais la vraie nouveauté, c'est Apple TV+, qui est en fait un service qui donne accès à des contenus exclusifs, et notamment un grand nombre de productions financées par Apple. On a vu le défilé des stars qui étaient au casting d'Apple. Donc voilà, ça c'était un peu le reveal de tout ce dont on parlait ces dernières semaines. Donc Apple, c'est pas Netflix. Non, c'est pas Netflix. C'est pas Netflix. Emmanuel va nous donner son avis dans un instant. Voilà, Apple se positionne comme une passerelle privilégiée, une passerelle performante et facile vers des offres payantes qui ne sont pas forcément les siennes, et aussi une passerelle vers des contenus premium
des contenus comme Apple sait les faire, qui sont financés par le groupe. Après, c'est sympa, mais pas de drogue, pas de violence, pas de sexe. Donc, faut s'attendre quand même à des séries assez où il se passe il se passe pas grand chose. Non, mais quand on regarde la diversité de l'offre de Netflix, parce que même si Apple TV+ n'est pas un Netflix, à un moment donné, il faudra quand même comparer ce qu'on va pouvoir regarder chez les uns et chez les autres. Voilà, juste un petit bémol là-dessus. Mais voilà, donc Apple TV+. Emmanuel ? Alors ça, c'est un vrai problème. Qu'est-ce qui est un vrai problème, Emmanuel ? Je t'en prie. Alors, en fait, le souci dans cette histoire, pour moi, c'est que si on reprend l'histoire d'Apple, Apple est une société fondée par des hippies. Tu remontes aussi. Oui, parce que c'est vachement important de voir le virage qui a été effectué. C'est une société fondée par des hippies qui prenaient de l'acide, qui avaient profité de la libération des mœurs et toutes ces choses. Végétarien comme toi. Il était même fruitation, je crois. Enfin, il mangeait des fruits essentiellement pendant une certaine époque. Ça lui a pas réussi d'ailleurs. Et donc, Apple, c'est ça. C'est la contre-culture. C'est les beatniks jusqu'aux hippies, tout ça. Et puis c'est après aussi les yuppies des années 80, c'est-à-dire les gens qui, comme ça, étaient tout d'un coup milliardaires, très jeunes. Steve Jobs sort d'Apple la première fois, il a même pas 30 ans, enfin bon, voilà. Et il est millionnaire, multimillionnaire, à l'époque, c'était comme ça qu'on disait. C'est ça, Apple. Et puis, aujourd'hui, ça devient finalement l'entreprise qui se met le plus en avant face à le retour néoconservateur incarné par Trump. Et toute cette démonstration aujourd'hui, auquel on a eu droit sur le lancement de l'Apple Vidéo Plus, de Apple TV+, c'était vraiment ça. C'était vraiment Apple qui disait, nous, les gens qu'on veut incarner, c'est les gens qui sont contre ça, qui sont contre Trump. Donc il y avait Oprah Winfrey, il y avait Spielberg, il y avait Jennifer Aniston, il y avait J.J. Abrams, il y avait tous ces gens-là qui venaient sur le plateau dire d'une certaine manière, nous allons faire une nouvelle politique de l'entertainment et Apple va nous aider à le faire. Cela dit, l'industrie artistique, médiatique aux US est plus contre Trump évidemment, que pro-Trump. Largement, les Oscars, on le sait à chaque fois, on le voit. Mais Netflix ne fait pas ça. Netflix ne fait absolument pas ça. Fred Hastings n'a jamais eu un discours particulièrement là-dessus. Oui, enfin, ils ont signé un contrat monstrueux avec Barack Obama, quand même. Oui, ils ont fait. C'est juste de l'opportunisme business. Il y avait Barack était disponible, mais ils en ont fait plein d'autres qui n'ont rien à voir avec ça. Et par exemple, je pense réellement que Apple se met en scène dans cette histoire. Et il se met en scène avec un contenu très approprié pour ça. Le discours de la fin d'Oprah Winfrey, c'était ça. Donc c'est un peu irrévérencieux. C'est en tout cas une position politique d'opposition forte à ce qui est... C'est bizarre, je l'avais pas vu comme moi, ça. Moi, je trouve pas. Aux gens le discours de la fin d'Oprah Winfrey, c'est ça. Non, mais d'accord, mais quand on regarde les productions en elles-mêmes, c'est quand même... Alors, une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce que ça veut dire ? Les comédies sentimentales... Mais oui, mais justement, c'est ça qui est intéressant. C'est vrai que Jennifer Aniston, t'es pas là en train de te bouleverser. C'est nul. Non, c'est nul, mais... Je finis. En se mettant dans cette position-là, malheureusement, ils sont en effet un peu au tiède. C'est-à-dire que alors qu'il pourrait être beaucoup plus offensif, et alors à ce moment-là, il serait peut-être un peu offensant, pour reprendre les termes justement qui sont utilisés dans ces histoires-là, ils ne le font pas. Et donc, ils proposent, à part le type de Aquaman, là, qui peut-être faire en effet une série un peu plus dérangeante, avec cette histoire de gens qui sont aveugles, machin, tout ça, suite à une espèce d'épidémie, enfin, on n'a pas bien compris le script, mais bon, ça ressemble à ça. Peut-être que lui va apporter quelque chose un peu plus sensuel, un peu plus torride. Mais pour le reste, en effet, et les remarques après dans la presse notamment qui ont analysé le phénomène, c'est qu'Apple Vidéo Plus, très franchement, ils vont perdre de l'argent au départ. Ça va pas être un raz-de-marée d'abonnement. Est-ce qu'à ton avis, ils mettent le pied dans la porte pour après concurrencer véritablement Netflix ? Moi, je pense qu'ils vont finir par racheter Netflix. Carrément. Pour toi, Apple va racheter Netflix ? C'est d'accord. Moi, je pense que que Apple Vidéo Plus, c'est comme le Roku, pas le Roku. Comment il s'appelait, le Rocker quand ils ont lancé le premier téléphone avant l'iPhone. Avec Motorola. Avec Motorola. Et puis après, ils ont lancé l'iPhone, n'est-ce pas ? Mais parce qu'ils... Il y a eu l'iPod, Oui, il y a eu l'iPod, évidemment, mais ils ont lancé l'iPhone parce qu'ils ont commencé à maîtriser les technologies. Je pense qu'Apple n'arrivera jamais vraiment à maîtriser la technique éditoriale parce que c'est pas leur truc. Mais ils n'ont jamais fait de grosses acquisitions, Apple. Là, ça va coûter combien, Netflix ? Ça va coûter 150 milliards au moins. Ce qui n'est pas un vrai problème.
Bah oui, d'accord, mais enfin Non, bon. pas autant, mais... Enfin, tu as un trésor de guerre de 200 Je sais pas, milliards, faudrait regarder 150. faut regarder les Non, tu prends Non. jamais ça, tu Ouais. prends des crédits, Oui, tout après, ça, tu prends c'est des d'accord. montages. Mais la capitalisation boursière de Netflix, faudrait regarder aujourd'hui, c'est tout à fait dans les cordes d'Apple. La question, pour Apple, la question suivante, c'est est-ce qu'il y a les moyens de faire de l'argent? Est-ce que ça va rapporter quelque chose de faire des vidéos? Là, ils testent. Ils mettent 1 milliard. Ils vont chercher les 2 personnes qui étaient chez Sony TV. Ils prennent des grands noms. Parce que Netflix aujourd'hui perd de l'argent. Ça dépend des trimestres, mais en général, ils en perdent. Ouais. Mais parce qu'ils ont une stratégie d'investissement très très Oui, importante, bien sûr, oui. dans lequel il faut capter de la part de marché Oui, parce avant que de se c'est poser la question de la 15 milliards par rentabilité. an, je crois, Netflix de production. à peu C'était près, 10 l'année dernière, et là, ils montent encore un peu Ouais, plus, mais on ne c'est sait jamais vraiment complètement. Ils annoncent des trucs différents à chaque fois. Bon. Ok. Donc, alors, juste, ils vont perdre de l'argent, c'est sûr, mais ils testent le marché. Moi, je pense qu'ils ne sont pas faits pour ça et qu'ils le savent pertinemment. Et un jour, va se poser la question d'une acquisition. Et à ce moment-là, se posera la question de savoir qui. HBO, ce qui est très possible. Oui, mais HBO, oui, bien sûr. HBO est une proie très intéressante. Ils peuvent s'attaquer à Disney, par exemple. Alors, ça, c'est la grande vieille histoire entre Apple et Disney. Non, mais en Steve 2 Jobs secondes, a été l'actionnaire. ils auraient les moyens de racheter Disney ou pas? Mais ils s'en foutent des parcs. D'accord. Ils s'en foutent des parcs. Apple n'achètera quelque chose que si, c'est suffisamment gros pour être intéressant, c'est-à-dire contribuer à la marge et au résultat de la société. Avant tout, c'est une vision comptable. Et deuxièmement, si c'est plus petit, et donc ça ne sera pas ces gens-là, si c'est vraiment prometteur pour la suite. En tout cas, Ils partagent beaucoup de valeurs communes, en tout cas avec Disney. Et ça peut, ça peut ouvrir la porte à un rapprochement. mais c'est vrai que sûr. les parcs d'attractions, bon, il y a plein de trucs qui ne les intéressent pas dans Disney. Ils se sont déjà posé la question, vous vous rappelez du fameux bras de fer entre Steve Jobs et à l'époque, c'était Bob Iger, je crois, qui était déjà... non, c'était pas Bob Iger, c'était l'autre d'avant, qui était patron de Disney et qui finalement a fini par céder à Jobs en disant bon bah d'accord, je prends ton contrat de distribution de Pixar. Puis à la fin, il a fini par lui vendre Pixar et à ce moment-là, il est devenu premier actionnaire privé de Disney. Faut pas oublier. Donc et puis il y a la fameuse main de Mickey qui était sur macOS depuis le début, donc qui était toujours un peu. On s'est toujours dit à un moment que Apple finirait par mettre la main sur Disney. Et puis finalement, ils le font pas. Et est-ce que ça a vraiment du sens aujourd'hui dans ce monde-là? Si jamais ils le faisaient demain, cher YouTuber, croyez-moi que je renierais tout ce que je viens de dire là. Mais il n'empêche qu'il y a des doutes là-dessus. Non, après, juste pour terminer, donc on n'a toujours pas les tarifs non plus de cette offre. Moi, je suis assez intrigué sur le fait aussi que demain, une chaîne payante qui sera proposée dans Apple TV, je ne vois pas comment elle pourrait être au même prix que si on s'abonnait par ailleurs, dans la mesure où Apple va quand même ponctionner entre 15 et 30 points normalement de commission sur les abonnements mensuels. Donc on pourrait se retrouver dans une situation où s'abonner, je dis n'importe quoi parce que c'est dans la maison, mais à RMC Sport dans Apple TV, ce serait plus cher que s'abonner à RMC Sport. Ce qui est déjà le cas sur Spotify, par exemple. Ouais. S'abonner à Spotify est plus cher sur iOS et les gens le font. Ce qui est très étonnant, c'est que les gens le font malgré le fait que ce soit plus cher. Est-ce qu'ils sont au courant? Est-ce qu'ils sont au courant qu'en passant par leur ordi, c'est moins cher? C'est moins cher, c'est pas sûr. Mais justement, c'est toute la force d'Apple, c'est qu'ils vous proposent quelque chose de simple et vous regardez pas particulièrement le prix. C'est tellement simple qu'on oublie le prix. Bien sûr, vous êtes d'accord. Mais c'est une vraie question. On enchaîne avec Huawei, leur tourne. Huawei, donc, qui est aussi le gros titre d'actualité de cette semaine. Huawei a choisi Paris pour présenter son nouveau P30. C'est la deuxième fois, parce que déjà le P20 Pro l'année dernière c'était à Paris, c'était un super événement d'ailleurs sous la grande halle c'était où au Grand Palais. Au Grand Palais, exactement. Un endroit super. Bon là c'était au parc des expositions de la Porte de Versailles. Un peu moins glamour. Ça faisait moins rêver. Mais en tout cas, voilà un téléphone qui encore une fois assied Huawei sur une espèce de piédestal technologique, c'est-à-dire que c'est l'un des smartphones les plus bluffants du moment, on est d'accord? Surtout, alors vraiment un gros focus, sans mauvais jeu de mots, sur la partie photo. Donc Huawei a présenté cette semaine, les P30 et P30 Pro. Le P30 Pro, pour faire simple, c'est le premier smartphone avec un zoom optique x5. Donc c'est une vraie prouesse parce que aucun smartphone n'était capable de le faire. C'est-à-dire que mécaniquement, c'est une usine à gaz dans un encombrement aussi réduit d'arriver à faire un zoom optique x5. Exactement, donc on est en x5 et un zoom hybride x10 qui est vraiment très bien pensé et qui permet vraiment d'avoir des zooms
complètement époustouflant. Je vous invite à aller sur 01net.com, sur les comptes Twitter de certains journalistes de la rédaction qui publient beaucoup de photos en ce moment, tellement c'est vrai que c'est assez impressionnant. Et là, ils mettent vraiment une claque à toute la concurrence parce qu'ils sont aujourd'hui les seuls à le faire. Rappelez-vous, pour ceux qui nous suivent, quand on était au Mobile World Congress, j'ai assisté moi à un événement organisé par Oppo qui présentait un constructeur chinois, voilà, moins connu que Huawei en France. Qui est aussi un gros constructeur chinois, mais moins connu, et qui avait présenté un zoom x10 aussi hybride, mais c'était sur des protos, des produits qui n'allaient pas être commercialisés. Là, Huawei, je pense à l'époque, a dû bien rigoler, sachant que ce qu'ils allaient présenter un mois après, Huawei, eux, ils sont capables de sortir commercialement dès aujourd'hui un smartphone avec un zoom x5 optique x10 hybride qui est juste impressionnant. Et puis, c'est pas du gadget, c'est ça qui est intéressant. C'est pas juste du gadget pour dire voilà, on vous propose un truc, on est capable de le faire, donc on le fait. Un zoom x10 sur un appareil photo, ça change tout. Sur un smartphone, ça change tout. Ça change notre rapport au sujet, ça change les possibilités, ça étend les possibilités qu'on peut, de photos du smartphone. Et juste préciser aussi, zoom x10, donc ceux qui sont un peu familiers avec la photo, généralement quand on est en bout de zoom, c'est très compliqué d'avoir une image nette. Et donc, il est conseillé d'avoir un trépied. Et donc, dans ce capteur de Huawei, il y a une double stabilisation optique qui est juste impressionnante, ce qui veut dire qu'on peut prendre des photos à la main levée comme ça en x10. À la main levée avec des résultats, avec des photos super nettes. Vraiment, c'est très impressionnant. Alors ça c'est le deuxième effet qui se coule, c'est le mode nuit, le mode vision nocturne qui est impressionnant. On avait déjà vu ça sur le Pixel 3. Alors Emmanuel, je sais que tu es pro iPhone, et alors j'avoue que moi aussi j'ai un iPhone, mais je me suis amusé à faire 2 photos avec l'iPhone 10S Max et avec le P30. Sur le 10S Max, tu vois rien. Et sur le P30, tu as une image qui est exploitable, alors qui ne respecte pas la réalité, puisqu'on est dans la pénombre. Mais malgré tout, on voit le sujet. Et c'est une photo qui est exploitable, qu'on peut on a juste l'impression que c'est pas du tout au même moment de la journée. Vraiment, c'est ça. C'est assez impressionnant. Exactement. Mais c'est pas possible. Cette photo, elle a été prise en début de soirée. C'est pas possible. Alors c'est marrant parce que Huawei est coutumier du fait de ses présentations où il compare les résultats photos, évidemment, de l'iPhone, des Galaxy et des leurs. Et à chaque fois, on se dit en tout cas, les années précédentes, on dit non, mais bon, là, je pense qu'ils exagèrent un peu, etc. Donc, ils ont refait le coup cette année. Et c'est la première fois où, en fait, ces comparaisons qui semblaient hallucinantes, en fait, elles étaient avérées parce que, ce capteur est vraiment capable de prendre des photos de nuit incroyables. Alors, comment ils ont fait ça ? Ils ont changé la matrice du capteur photo. Vous savez, il y a des matrices RGB. Donc là, ils sont passés au rouge, vert, bleu. Rouge, vert, bleu. Maintenant, ils sont rouge, jaune, bleu. Voilà. Donc le jaune laisse passer beaucoup plus de lumière dans le capteur. Et avec de l'intelligence artificielle, ils réussissent après à restituer les couleurs comme aurait pu les reproduire le G du RGB. Et finalement, franchement, ça marche super bien. Ça marche super bien. Alors Emmanuel, Huawei, c'est pas trop ta cam, j'allais dire, mais c'est quand même impressionnant de voir cette boîte qui, il y a encore 5 ans, faisait rigoler tout le monde, en tout cas en termes de smartphone, et qui aujourd'hui est vraiment prise au sérieux, à la fois par les consommateurs qui commencent vraiment à s'intéresser à cette marque, mais aussi à nous, journalistes, qui sont bluffés par des produits qui sont aujourd'hui, qui font partie des meilleurs produits tech. C'est-à-dire qu'on parle de quoi ? D'un appareil photo ou d'un smartphone ? Des deux. Sur le smartphone, moi, je ne suis pas impressionné. Je trouve que c'est un smartphone intéressant, mais bon, voilà. Oui, mais le smartphone, en fait, aujourd'hui étant un peu à l'arrêt, ça reste un smartphone un peu en dessous par rapport aux possibilités que propose. Alors, on ne parle pas de système d'exploitation. On est d'accord que là, c'est un appareil photo avec des capacités de smartphone intéressantes. Après, moi, si on veut prendre un appareil photo qui fasse du mode nuit, qui puisse prendre la photo, la fameuse photo dans le désert du Catamac, là, de la Voie lactée, Bon, alors après, cela dit, c'était 30 secondes de pause pour
le Huawei, Oui. puis c'était un quart de seconde pour l'iPhone, donc c'était pas forcément la même chose. Oui, parce que tu peux pas faire plus avec l'iPhone, c'est En ça le mode, problème. Si, bien sûr, il y a Pro, des applications qui permettent de tenir autant que tu veux. Mais c'est pas le problème. C'est pas ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est qu'ils sont obligés de présenter des avancées qui sont réelles. Le zoom, c'est vrai que je pense que tous les smartphones le feront, y compris l'iPhone. C'est assez logique. L'iPhone fait déjà le x2, plus un x10 numérique, pas terrible, mais le x2 optique est déjà pas mal. Le prochain fera certainement x5. C'est dans la logique même. Le truc, c'est qu'ils proposent des avancées là où ils ne peuvent pas le faire ailleurs, c'est-à-dire qu'en effet, ils sont tenus essentiellement par Google sur le développement de leur OS. Ils sont tenus sur le développement technologique par d'autres boîtes sur les puces et toutes ces choses-là, parce que ce n'est pas eux qui les font. Et donc finalement, ils assemblent un truc et ils essaient de proposer quelque chose qui va les différencier, c'est la photo. Là-dessus, moi je pense qu'ils le font relativement bien, même si j'ai des gros doutes sur les masses d'IA qu'on met dans les smartphones aujourd'hui pour faire de la photo, qui finissent par arriver, je le dis souvent, mais c'est malheureusement vrai. Vous prenez une photo, l'IA reconnaît qu'il y a le ciel, si le ciel n'est pas suffisamment bleu à la sortie, ils vont le mettre plus bleu. Et donc vous aurez un ciel forcément bleu. Alors là, c'est lié appliqué au rendu des modes scène. Effectivement, et ça, il y a un vrai problème là-dessus. Huawei l'a désactivé par défaut. Alors, on est d'accord que les puristes de la photo vont crier au scandale. Mais c'est même pas une non. Attends, je finis mon truc. Mais c'est que l'IA va faire ça. Mais on l'avait déjà vu avec le Pixel. L'IA adaptée à la photo, c'est d'une certaine manière l'image d'Épinal adaptée à la photo que vous venez de prendre. Et évidemment qu'une image d'Épinal mise devant ce que vous venez de faire, c'est toujours mieux. C'est-à-dire qu'une feuille, elle est un peu plus verte, le ciel, il est un peu plus bleu, les ombres, elles sont un peu moins présentes, donc elles vont être un peu enlevées. Mais il y a une espèce de maquillage automatique de la photo, et sur un smartphone, ça donne des très beaux effets. Je ne dis pas le contraire. Je dis juste ça pose aujourd'hui une nouvelle façon de faire de la photo qui n'est plus ce qu'on voulait faire avant avec de la photo. Est-ce que c'est ça l'avenir du smartphone photo? Mais l'iPhone aussi. L'iPhone aussi le fait. Sauf qu'il n'y a pas le ciel bleu quand il est forcément bleu. Parce qu'il y a forcément un traitement appliqué à un cliché. Parce qu'il y a un traitement numérique. C'est pas la même chose. Le traitement donc, IA, il y a des choix. C'est que quand il repère le ciel, il dit je veux que ça soit bleu. Oui, mais ça c'est le fonctionnement d'un algorithme d'image processing. Toute la question est là. Bien sûr. Non, mais ce qu'on appelle IA, il y a quand même une part de bullshit marketing sur ce qui est vraiment l'IA sur certains appareils photo. Tu parlais du Pixel, tu parlais du Huawei. Je dis pas que c'est le cas, mais ça reste juste des algos appliqués à un traitement d'image. Et il y a des choix qui sont faits, des choix de rendu. Et l'iPhone n'est pas exclu. Apple fait aussi des choix en voulant restituer. Oui, d'ailleurs, des choix qui ont été décriés lors du dernier 16 Max. Certains puristes de la photo trouvaient qu'ils étaient allés un peu trop fort sur les contrastes, enfin des choses comme ça. Mais on ne va pas revenir là-dessus. Dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on peut dire du Galaxy? Le Galaxy, c'est quand même. Vous pouvez pas prendre une photo du ciel sans qu'il soit bleu, quoi. C'est pas possible. Même s'il est gris. Mais même s'il est gris. Ce qui est absurde. Ce qui, d'une certaine manière, est absurde. T'exagères un peu, même. Non, c'est pas vrai. Non, mais prenez les photos, vous allez voir. C'est exactement tout ça, ce qui sort. Dès qu'il trouve un ciel, il se dit on va mettre un peu de bleu là. T'as raison, Emmanuel. Mais à l'inverse de l'iPhone, tout ça est débrayable sur le Galaxy, sur le Pixel et sur les Huawei. On peut débrayer l'intelligence artificielle. Attention. Oui, je sais. Ils ont toujours un problème, c'est qu'ils savent pas très bien quoi vous vendre. Est-ce qu'ils vous vendent un algo? Est-ce qu'ils vendent la possibilité de l'enlever? Si vous vendez la possibilité de l'enlever, c'est bien d'avoir les deux. Un vrai bon algo. Non, mais c'est bien d'avoir les deux. C'est bien d'avoir le choix. Non, ça fonctionne pas le choix. Non, mais tu peux dire qu'un amateur qui a envie d'aller un petit peu plus loin dans la photo débraye. Il achète un réflexe. Non, pas forcément. On n'a pas forcément un réflexe dans sa poche tout le temps. Un réflexe, c'est gros, tu la mets autour du cou, dans une sacoche. On arrive dans la zone de ce que les réflexes savent faire, et dans ces cas-là se pose la question, est-ce que vous préférez un bel objectif minéral ou est-ce que vous préférez des trucs en plastique? Voilà. C'est passionnant tout ça. Mais c'est vrai, c'est la vraie question. Il va falloir arrêter. Un dernier coucou aux youtubeurs qui ont dû sans doute t'apprécier. Voilà. Je vous en prie, merci, n'oubliez pas de vous abonner. Et merci à Christopher Siminili d'avoir été avec nous. Vous restez avec nous, la suite de ce De quoi je mêle, c'est dans un instant. On va s'intéresser à la compagnie aérienne Air France. Quid des nouvelles technologies dans une compagnie aérienne aujourd'hui? Le parcours client, quelles sont aussi les nouveautés techno dans un avion? On va poser toutes les questions à mon invité Carole Pétavin, qui est la directrice en fait de l'expérience client chez Air France. C'est tout de suite, à la fois en audio sur rmc.fr, en vidéo sur 01net TV, sur YouTube. Merci d'être là, tout de suite. De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV.